Ravi de vous savoir au rendez-vous de notre grande édition du soir sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le statut annoncé pour les chefferies traditionnelles au Bénin se précise. Les recommandations issues du forum de 2008 ont fait l'objet d'une séance d'opérationnalisation, séance qui a réuni autour du ministre de la Justice et de la Législation à Barakoum les têtes couronnées et dignitaires traditionnelles. Vous suivrez dans cette édition le compte rendu de Raoul Steve Goukono. Le professeur Félix Hiroko a reçu les derniers hommages de ses anciens collègues enseignants et chercheurs de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres. L'homme de science fauché par la mort au mois de novembre a été inhumé ce samedi 12 décembre. Nous ferons ici un retour sur cette cérémonie d'hommage avec Assiomo Kanya Siongbon et Rachidi Souberou. Et puis nous parlerons de la phase 3 du programme d'appui au secteur de la gouvernance locale qui vient de prendre fin. C'est à travers la deuxième session ordinaire 2020 du comité d'orientation et de suivi de cette initiative. Et une initiative de la coopération en bénino-suisse, session tenue justement en milieu de semaine à Ndali, dans le département de la Liborie. Occasion saisie par les différents acteurs pour faire le point des acquis de ce programme, notamment les impacts sur la bonne gouvernance au Bénin. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Le statut des chefferies traditionnelles annoncé depuis peu se précise. Eh bien, les recommandations issues du forum de 2008 ont fait l'objet d'une séance d'opérationnalisation. Séance tenue à Parakou et qui a réuni autour du ministre de la Justice et de la Législation les têtes couronnées et bien d'autres dignitaires traditionnels. Voici le compte rendu de Raoul Steve Goukono. Cette séance d'échange fait suite au forum sur les chefferies traditionnelles au Bénin tenu en 2008 et qui recommande la prise d'un test réglementant la chefferie et la royauté traditionnelle. Une séance d'opérationnalisation qui s'inscrit donc dans le cadre du processus de mise en législation qui revêt une importance capitale aux yeux des autorités locales. Cette séance, j'ose le dire, était attendue pour plus d'un. Car avec cette opérationnalisation des recommandations du forum de 2008, ce sont, je l'espère, les problèmes qui mettent à mal le prestige et le caractère hautement sacré de nos rois et dignitaires qui seront pris en compte. Et des problèmes, je peux vous dire qu'il y en a assez, à commencer par la succession. Combien de fois la justice ou l'administration territoriale ne s'est-elle ainsi saisie qu'une question successorale au sein d'une royauté ou d'une chefferie pour apaiser les tensions? La chefferie traditionnelle au Bénin évolue depuis les indépendances dans un vide juridique que le gouvernement entend combler. Ceci pour leur contribution remarquable au renforcement de notre démocratie selon le garde des Sceaux. Depuis l'époque coloniale et l'accession de notre pays à l'indépendance, elles évoluent malheureusement, presque toutes, quasiment, dans un vide juridique en l'absence de règles formelles qui les organisent et qu'il est temps que le gouvernement organise. C'est donc un vide que le gouvernement entend à présent combler. J'allais même dire, Majesté, qu'il y a urgence à le faire. D'autant que la réalité reste l'existence et la persistance de crises, de nombreuses crises qui caractérisent la dévolution successorale dans les royaumes et chefferies traditionnelles de notre pays. Cet état de choses est préoccupant, très préoccupant. Vers un statut des chefferies traditionnelles au Bénin, c'est le thème central de cette séance d'échange qui va clarifier les concepts de roi, chef traditionnel, dignitaire et chef des cultes. Il n'échappe en effet à personne que les règles établies depuis des générations sont remises en cause. Madame la représentante du maire l'a dit tout à l'heure, laissant la confusion s'installer dans les cours, dans les villages, entre les chefs et collectivités et les hauts dignitaires des cultes vaudous. Il est évident que cette atmosphère chrysogène constitue une entrave au développement de nos communautés et des menaces à la paix et à la stabilité du pays. C'est pourquoi le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre des stratégies pour asseoir durablement un climat de paix
et de concorde afin que rayonnent nos cultures, nos valeurs et nos mœurs traditionnelles. L'heure a donc sonné. L'adoption des textes subséquents renforcera donc, à n'en pas douter, notre système démocratique. La constitution révisée du Bénin reconnaît déjà la chefferie traditionnelle et les recommandations issues de cette séance vont conduire à la prise d'une loi et ses décrets d'application qui donneront un statut réel à ces personnalités morales. Tout à fait. De l'histoire maintenant, et plus d'un siècle et demi après l'abolition de l'esclavage, le Bénin célèbre un illustre inconnu, son nom, Koudio Oluwale Kosola Lewis, dont les parents ont été déportés aussi, mais qui avait lutté pour s'affranchir. Aujourd'hui, le groupement d'intérêt économique le montre à la face du monde, et c'est justement à la faveur de la conférence internationale tenue cette semaine à Cotonou. Précision, Assion Mokanya Sionbon et Elvis Tonoukwa. Le Bureau de développement Afrique-Alabama du groupement d'intérêt économique rend hommage au dernier survivant du bateau Clotilde, le béninois Koudio Oluwale Kosola Lewis, originaire de Banté. Une conférence internationale a été organisée le jeudi 10 décembre pour célébrer la mémoire de ce béninois déporté de force en 1860. L'initiative du groupement est de restaurer la mémoire de celui-ci. Ensemble, nous pouvons restaurer les choses. Ensemble, nous pouvons partir sur ce départ-là. Je pèse mes mots, partir de ce départ-là et construire l'avenir pour nos deux communautés. C'est vrai, l'océan Atlantique nous a séparés, mais aujourd'hui, notre aïeux est honoré, restauré et sera célébré chaque année dans notre pays en partenariat avec les deux municipalités de l'État d'Alabama, la mairie de Bouchard et la mairie de Mobile. Je suis très émue ce matin. Je suis toute petite devant vous parce que l'œuvre est immense. L'illustre que nous célébrons le mérite. Alors qu'il n'avait pas encore 20 ans, Koudio Oluwale Kosola Lewis a été fait prisonnier et envoyé à Ouida avant sa déportation vers les États-Unis. La traversée a duré 45 jours sur le bateau Clotilde avec une centaine d'autres compatriotes et une fois arrivé à destination, Kosola a travaillé pendant 5 ans en tant qu'esclave. À cette célébration, la chargée de mission adjointe de l'ambassade des États-Unis au Bénin et d'autres personnes saluent la mémoire de l'homme. Monsieur Koudio Oluwale Lewis est en fait partie de plusieurs gens qui ont construit notre pays et la richesse de notre pays. Donc c'est vraiment important de protéger et promouvoir cette histoire importante. Kosola Lewis, qui représente toute une communauté déportée aux États-Unis il y a environ 2 siècles. La conférence qui se tient ce jour nous permettra de comprendre mieux les péripéties de ce voyage et comment Lewis est aujourd'hui le héros de tous ceux-là qui ont été déportés. Après son émancipation le 12 avril 1865, Koudio Oluwale Kosola a pris le nom de Lewis et a fondé avec ses compagnons African Town dans l'Alabama. Il meurt le 26 juillet 1935 à l'âge de 94 ans. Un monument est érigé en sa mémoire à Banté pour pérenniser son nom et ses actes. Oui, en somme, restaurer l'histoire. Une interrogation maintenant, comment prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs? Voilà. Eh bien, magistrats, forces de défense et de sécurité du Bénin, du Togo, du Burkina Faso et du Niger réfléchissent autour de la question, et c'est à la faveur d'un atelier organisé conjointement par la CEDEAO, la GIZ et l'Union africaine en partenariat avec l'ONG Potal mène. Objectif, informer les participants sur la problématique du foncier pastoral et les avantages, sinon les limites, bien sûr, de la pratique de la chose qui découle. On va faire ici le point avec Alassane Arouna et Abdou Sabi Drissou. Les conflits meurtriers entre éleveurs et agriculteurs sont de plus en plus récurrents au Bénin, pays d'accueil des pasteurs en provenance du Sahel, notamment du Burkina Faso et du Niger. Face à cette situation qui menace la stabilité de l'économie sous-régionale,
La CEDEAO et l'Union africaine, en collaboration avec la GIZ, ont initié ces assises de Nati Tengou au nord Bénin. Une rencontre qui a mobilisé magistrats et forces de défense et de sécurité en provenance du Togo, du Burkina Faso, du Niger et bien évidemment du Bénin. Pendant 72 heures et sous la direction de l'ONG Potalmen, ces hommes de droit seront outillés sur les mécanismes de prévention et de gestion des conflits en lien avec la transhumance. La transhumance ne se passe pas sans conséquences. Une de ces conséquences majeures, c'est les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et ces conflits, parfois, c'est des conflits meurtriers qui conduisent vraiment à des situations très, très difficiles. Donc, c'est dans ce cadre que Potalmen, dans sa mise en œuvre de ces actions d'éducation-formation, a fait aussi des questions de prévention et gestion des conflits en lien avec la transhumance une priorité. Qu'il vous souvienne que la CEDEAO, depuis 1998, a fait de la transhumance un instrument d'expérimentation de son protocole sur la libre circulation des biens et des personnes. L'enjeu de ces assises répond à un double impératif, celui de renforcer et d'harmoniser les compétences des participants afin de favoriser la coopération entre les États concernés dans la prévention et la protection des droits humains en rapport avec la transhumance transfrontalière. De façon spécifique, il permet d'expliquer l'esprit des tests communautaires nationaux en matière de transhumance, de sensibiliser les magistrats et les forces de sécurité et de défense sur les questions de droits humains en lien avec l'application de la transhumance transfrontalière, de documenter les participants avec les procédures idoines pour instruire les dossiers relatifs au pastoralisme et à la transhumance. Autant d'actions de prévention pour apporter une réponse ferme et adaptée à la transhumance transfrontalière. Je voudrais particulièrement remercier l'Union africaine, la CEDEAO et la coopération allemande à travers la GIZ pour leur appui constant dans la gestion des espaces frontaliers. Je vais également témoigner ma gratitude à l'ONG Potalmen pour son leadership et son engagement dans l'amélioration des conditions de vie des communautés pastorales. Cadre d'orientation de stratégie, de prévention et de gestion des conflits, le présent atelier mettra un point d'honneur sur la problématique du foncier pastoral, les avantages et les limites du pastoralisme et les enjeux y afférents. Sur tout un autre plan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique échange avec le personnel féminin de son département ministériel sur des sujets qui entravent le bon fonctionnement de la structure et quelques thèmes dont le harcèlement sexuel en milieu universitaire, la tricherie, le mensonge et l'excellence ont été abordés par Éléonore Yaïla-Decan et ses interlocutrices de circonstance. Le compte rendu de Teddy Goudalo est présenté ici par Assiomo Kanyansiomo. Séance d'échange du personnel féminin des différentes universités publiques du Bénin avec leur ministre de tutelle. Éléonore Yaïla-Decan a initié cette rencontre avec ses collaboratrices pour discuter des problèmes qui minent le bon fonctionnement des activités au sein de leurs instances de travail respectives. Alors, harcèlement sexuel, franchement, c'est en train de vouloir atteindre un peu le dessus. Et je sais que nous le vivons également dans nos milieux. Pour nos enfants et peut-être pour nous-mêmes, on ne sait jamais. Deuxième sujet, c'est escroquerie là. Et je parlerai peut-être un peu plus de tricherie. Comment vous vivez ça dans vos milieux? Toujours par rapport à nos apprenants, par rapport peut-être à nos collaborateurs, collaboratrices. Vous voyez, le fait de voir la chose qui est là, c'est bien, mais on veut juste passer à côté rapidement pour obtenir une meilleure qualification alors qu'on n'a pas donné l'effort. Et troisième sujet, franchement, c'est le mensonge, calomnie, vous voyez ça. Et c'est souvent générateur de conflits. Comment nous voyons réellement ça? Et un quatrième sujet, c'est justement l'excellence. L'excellence. Il y en a quand même dans ces moments, dans ces milieux qui sont excellents et qui sont exemplaires.
Est-ce que nous en connaissons autour de nous? C'est une première réunion du genre, soulignent les participantes. Elle leur a permis de faire part à l'autorité ministérielle des réalités qu'elles vivent dans l'exercice de leurs fonctions. La question du harcèlement sexuel en milieu universitaire et professionnel a retenu les attentions durant les échanges. Ces 4 points objets de notre rencontre, on voit que ce sont vraiment des sujets d'actualité. Et le point le plus préoccupant est celui du harcèlement sexuel, surtout au niveau de nos universités publiques. Et nous avons évoqué les dispositions prises au niveau de chacune des universités pour corriger ce dysfonctionnement, ce problème. Et nous avons également fait des suggestions à Madame la ministre pour renforcer le processus de prévention contre le harcèlement sexuel dans les universités publiques du Bénin. De toute ma carrière, je n'ai pas vu une telle séance organisée par l'autorité de la maison, rencontrer les femmes et discuter des dossiers importants du ministère, je n'en avais pas vu. C'est pour cela que j'ai une très bonne appréciation de cette initiative. Des dispositions de sensibilisation à l'égard des étudiants dans toutes les universités publiques et des mesures de sanctions possibles sont attendues à l'issue de la rencontre. Il est donc impérieux de réitérer périodiquement cette séance pour mieux circonscrire les éventuels dérapages dans le rang des étudiants et membres d'administration. Le professeur Félix Iroko a reçu les derniers hommages de ses anciens collègues enseignants et chercheurs de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres. Des hommages à lui rendus au Hall des Arts de Cotonou hier vendredi. L'universitaire décédé le mois dernier a été inhumé ce samedi 12 décembre 2020. Retour ici sur cette cérémonie d'hommage avec Assiomo Kanya Siongbon et Rachidi Souberou. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a rendu les derniers hommages au professeur titulaire Abiola Félix Iroko. Une cérémonie organisée au Hall des Arts et Sports de Cotonou le vendredi 11 décembre. Occasion pour la communauté scientifique et universitaire de témoigner à l'illustre académicien disparu toute sa reconnaissance. La mort a emporté dans ses draps humides notre confrère, l'infatigable et dévoué apôtre de l'enseignement et de la recherche. Sa vie fut, à notre jugement humain, courte, mais de toute évidence, incontestablement lourde, immense et dense. Et c'est avec nos cœurs remplis de compassion que nous vous présentons nos sincères et vives condoléances. Nous restons avec vous dans l'espérance qu'il est dans la félicité éternelle. À ces hommages, le gouvernement est représenté par 2 ministres, Éléonore Yaïla Decan et Jean-Michel Abimbola. À leur côté, l'ancien ministre d'État Bruno Amoussou. Tous sont tenus à rappeler un pan de la vie du professeur. En ces moments de recueillement et de questionnement face au mystère de la mort, qui nous invite à nous garder fidèlement du professeur Félix Abiola Iroko, un homme de cœur, de savoir et de devoir, passionnément attaché à son université qu'il a honorée de sa renommée et de sa valeur humaine. Mais ce à quoi le grand public a été sensible, c'était le souci de l'immense érudit de rendre disponible partout sur l'ensemble du territoire national l'histoire des aires culturelles du Bénin. Aires culturelles, concept qu'il a réussi à imposer au lieu de tribus, ethnies ou peuplades, terme pas suffisamment valorisant à son goût. Il a œuvré pour que nous puissions nous découvrir. Il l'a fait avec l'humilité qui a été rappelée. Il l'a fait avec toute une méthodologie originale. Il l'a fait avec un engagement
que nous saluons tous. Étudiants, anciens comme nouveaux, ont aussi exprimé leurs sentiments à l'égard d'Abiola Félix Iroko. Né en 1946 à Zinvier, Abiola Félix Iroko, originaire de Kétou, est une des bibliothèques béninoises et africaines qui a brûlé. Abiola Félix Iroko est décédé le 13 novembre des suites d'un accident. Son inhumation a eu lieu le samedi 12 décembre. Voilà, c'était les hommages au professeur Félix Iroko. Et pour l'occasion, il y a eu beaucoup de témoignages à l'endroit du disparu. Ses collègues, professeurs et bien sûr ses amis ont apprécié les qualités de l'homme. Suivez. Nous nous sentons redevables d'une personnalité pétrie de connaissances et grand pédagogue qui nous a motivés sans le savoir. Faisant partie des premiers enseignants nationaux de notre université, il l'a vu grandir pendant ces 50 dernières années. C'est donc une mémoire vivante de notre institution qui tire sa révérence. Membre de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, récipiendaire de plusieurs distinctions internationales, Abiola Félix Iroko est connu de par ses enseignements dans plusieurs universités d'Afrique de l'Ouest et du Centre et a pris la parole dans d'innombrables séminaires et colloques qui sont tenus sur les continents africains, européens et américains. Cet hommage solennel que lui rendent ses compagnons et différentes entités auxquelles il a appartenu, aussi bien au niveau de l'université que des institutions de la République, n'est qu'un juste devoir que nous nous efforçons d'accomplir ce jour. Vos actes resteront à jamais gravés dans nos archives et vos œuvres se poursuivront pour des générations. Votre convivialité est aussi un des traits distinctifs que nous retenons de votre passage dans notre équipe. Parlons maintenant de cette première assemblée générale des commissions techniques sectorielles pour la relance de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. La rencontre organisée jeudi dernier a surtout servi de tremplin pour faire le bilan des activités menées par le CRUISER au cours de cette année 2020. Précision, Ingrid Day et Assimo Kanyasiamo. Après plusieurs mois de travaux, les membres du cadre national de concertation pour la promotion de l'enseignement et la formation technique et professionnelle marquent une pause pour faire le point des activités menées au cours de cette année 2020. C'est à la faveur de la première assemblée générale des commissions techniques sectorielles. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un plan urgent de la mise en œuvre de la stratégie nationale de relance de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Bénin. L'une des options claires de la stratégie, c'est d'impliquer davantage le secteur privé et le monde professionnel dans le pilotage et la gouvernance, à tous les niveaux, niveau stratégique et niveau opérationnel. Et donc le cadre national de concertation a été missionné pour opérationnaliser ça. Et dans ce cadre, nous avons mis en place les commissions techniques sectorielles au plan national. Quand nous sommes vers la fin de l'année, il faut bien que nous fassions le point des activités que nous avions menées, nous au niveau du secrétariat technique chargé de la mise en œuvre de la stratégie, et puis les commissions techniques sectorielles. La présentation du rapport d'activité 2020 du cadre national de concertation pour la promotion de l'enseignement et la formation technique et professionnelle et celle du plan de travail annuel 2021
sont entre autres les sujets qui ont meublé cette rencontre. L'activité est soutenue par plusieurs partenaires, dont l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. C'est tout heureux que je suis ici pour accompagner non seulement le cadre de concertation, mais mes poulains. Ceux que j'appelle poulains, bien entendu, c'est eux, les cadres de CONIDA, qui sont toujours présents lors donc, des rencontres que nous organisons pour pouvoir booster donc, le secteur des bâtiments et travaux publics. La mission qui est la vôtre au sein de vos différentes commissions techniques, sectorielles, respectives, consistera à, entre autres, analyser périodiquement le ou les métiers dans lesquels les établissements publics et privés DFTP forment en lien avec l'évolution du marché de l'emploi et la politique de développement du secteur que vous représentez. Au cours de cette séance d'échange, le représentant du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle réaffirme l'engagement de l'autorité à accompagner le Creuset dans l'accomplissement et la réussite de sa mission. Allons maintenant dans les locaux d'Orabank Bénin. Ici, les 13 gagnants de la tombola Mieux vous connaître pour mieux vous servir sont désormais en possession de leur lot. Et à l'issue de la phase de tirage, plusieurs clients de la banque retenus sont partis avec de nombreux cadeaux. Clément Tchari et Elvis Donoucoin nous font ici le compte rendu de la cérémonie. Des motos flambant neuves, des réfrigérateurs, des téléphones portables, des pockets Wi-Fi et bien d'autres destinés aux clients de Orabank. C'est le résultat final de l'opération dénommée Mieux vous connaître pour mieux vous servir. Après la phase d'identification et celle du tirage au sort supervisé par un huissier de justice, les responsables d'Orabank tiennent parole en remettant ici ce jeudi les lots aux gagnants de la toute première cohorte. Bon, nous n'avons pas cru. Nous avons fait le tirage. Moi, personnellement, on m'a obligé à faire. Ça veut dire que dans cette banque, il y a vraiment du sérieux. Il y a un sincère qui caractérise bien évidemment cette banque. Donc, je tiens à remercier sincèrement tout le monde. Mieux vous connaître pour mieux vous servir, les heureux gagnants de cette tombola de Orabank ont tous salué la transparence du tirage au sort, mais aussi le respect de la parole donnée. Les 13 clients s'engagent d'ailleurs à renouveler leur confiance à l'institution bancaire. Au terme de l'opération, la tombola a été sanctionnée par un tirage au sort suivant exploit de notre ministère en date du 4 novembre 2020. Il s'en est dégagé dans une transparence totale 13 gagnants. Nous sommes heureux de pouvoir donner des lots à ces clients, à nos clients qui ont eu la chance d'être tirés, d'être choisis. C'est cette joie ce soir que nous voulons partager avec vous. Et nous profitons aussi de l'occasion pour demander à ces clients qu'ils soient les vecteurs de bons messages pour Orabank Bénin et qu'autour d'eux, ils parlent d'Orabank, de nos produits et services. Après cette première phase, la directrice générale d'Orabank promet de nouveaux lots à la clientèle qu'elle invite à fournir ses données personnelles afin de participer à ce jeu tombola. L'opération ne s'arrête pas là. Nous allons continuer au fil de l'eau, mais la partie qui était couplée à la tombola vient donc à terme ce jour. Et nous sommes particulièrement heureux d'être avec les heureux récipiendaires, les heureux bénéficiaires, les heureux gagnants. On leur remercie d'avoir joué le jeu. Des urnes qui étaient bien remplies lors du tirage, donc on a réussi en même temps à faire accepter aux clients de participer à cette tombola. Je voulais aussi faire un clin d'œil à nos partenaires, dont la Loterie nationale, bien évidemment, le cabinet de l'huissier, qui a vraiment de main de maître coordonné toutes les activités pour que les uns et les autres soient rassurés. Les clients de la banque à qui la chance n'a pas encore souri peuvent espérer. Il suffit de se rendre dans l'une des agences de Orabank Bénin et fournir ses données essentielles, puis tenter par la suite sa chance.
Dans les départements du Zou et des collines, la direction départementale de l'industrie et du commerce sensibilise les commerçants de la région sur la qualité des produits à écouler en cette période de fin d'année. Et les échanges ont tourné autour du thème « Consommateurs, protégeons notre santé par l'éveil à l'achat et le choix de qualité ». Une séance qui précède les actions prévues pour le bien-être des populations en cette période des fêtes de fin d'année. Imet Elena Moussou pour plus de précisions. Cette séance pour sensibiliser les consommateurs et mettre en garde les commerçants et autres vendeurs en cette période de fin d'année. Le moment est souvent celui choisi par ces derniers pour faire écouler sur le marché les denrées alimentaires et autres produits avariés ou impropres à la consommation en stock. Contre ce genre d'agissement, ces derniers temps, la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou et des collines entend user de tous les moyens pour décourager les indélicats. C'est conscient de ce danger que représentent ces pratiques malsaines que nous avons voulu que les autres directions sœurs nous accompagnent parce que nous n'avons pas la possibilité de mettre des agents au niveau de chaque étalage. Nous sollicitons les gestionnaires de marché pour que de façon délibérée, les détenteurs de ces produits impropres à la consommation puissent nous toucher afin qu'on puisse enlever ces produits-là. Nous allons vers la fin de l'année et puis c'est une période très délicate pour les consommateurs. Quand vous allez sur les marchés, c'est des produits avariés, les gens prennent tout, c'est la liquidation, c'est les ventes tous azimuts. Donc il serait bien souhaitable, comme ce que nous venons d'observer, que le ministère de l'Industrie et du Commerce organise quand même des séances de sensibilisation via ce que nous venons de voir pour pouvoir sensibiliser la population. D'un ton ferme et face à ses invités, Rafi Ouchala s'est engagé à combattre le mal. Et dans cette lutte pour préserver la santé et le bien-être des consommateurs, le directeur départemental peut compter sur le soutien de la préfecture d'Abomey. L'autorité préfectorale a saisi l'occasion pour inviter les participants à la rencontre à s'assurer de la qualité des produits à mettre en vente. Tout contrevenant se verra appliquer la loi portant protection des consommateurs en République du Bénin. Le consommateur déjà victime de la malhonnêteté de la part des producteurs, distributeurs, des biens et prestations de services, doit aujourd'hui faire face encore aux commerçants qui déversent sur le marché toutes sortes de produits qui sont avariés, soit mal fabriqués, soit périmés, c'est-à-dire des produits qui sont impropres à la consommation. Il me plaît donc, mesdames et messieurs, de vous rappeler que la santé de nos paisibles populations en cette veille de fin d'année nous interpelle tous. Les échanges ont été placés sous le thème « Consommateurs, protégeons notre santé par l'éveil à l'achat et le choix de la qualité ». C'est une invite à la population pour rester vigilante en cette fin d'année. Plusieurs actions sont prévues, notamment des descentes les jours à venir dans les marchés et autres lieux d'échanges commerciaux. Sur le terrain, les agents de la direction départementale de l'industrie et du commerce vont contrôler systématiquement la date de péremption, les produits contrefaits et frelatés. Ceux mis en vente au mépris de la réglementation feront objet de saisie et seront détruits. Tout à fait, en somme, une guerre contre les commerçants envers eux. Dans les départements du Borgo et de la Liborie, en revanche, la phase 3 du programme d'appui au secteur de la gouvernance locale vient de prendre fin. Une fin consacrée par la deuxième session ordinaire 2020 du comité d'orientation et de suivi de cette initiative de la coopération en bénino-suisse. Ces assises tenues à Ndali, dans le département de la Liborie, ont été l'occasion pour les différents acteurs de faire le point des acquis de ce programme. René Soglo et Aldo Baguidi pour le point. Cette deuxième session ordinaire 2020 du comité d'orientation et de suivi marque la fin du programme d'appui au secteur de la gouvernance locale ASGOL phase 3. Cette phase fait suite aux deux premières dont elle a consolidé les acquis en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité des services rendus aux populations par les collectivités locales dans des domaines prioritaires, l'éducation, l'état civil et la santé. Le programme ASGOL a démarré en 2008 déjà et a œuvré pendant plus de 12 années à l'amélioration de la fourniture des services essentiels de base aux populations des départements de la Liborie et du Borgo. L'approche acteur privilégiée par le programme a permis de placer les acteurs de changement au centre du programme et de sa mise en œuvre. Si les associations intercommunales des deux départements ont à ce titre joué un rôle déterminant, les ministères, préfectures, opérateurs et communes ont également joué leur partition
et ont contribué largement à l'atteinte des résultats du programme. Les principaux acteurs de ce programme se réjouissent des différents résultats. Selon ces derniers, les conditions de vie des hommes, des femmes et des enfants dans les 14 communes des départements du Borgou et de la Liborie se sont améliorées grâce à l'accès à des services publics locaux de qualité. Autant les deux préfectures ont obtenu des résultats probants avec l'appui du programme ASEGOL, autant les conditions de vie des populations de nos communes se sont considérablement améliorées. Nous sommes reconnaissants de vos efforts à nos côtés. La bonne gouvernance, c'est l'autre indicateur qui souligne l'apport du programme ASGOL aux communes. À l'issue des audits gestion 2018, 8 communes des départements du Borgou et de la Liborie se sont retrouvées dans la liste des 20 meilleures communes du Bénin. C'est un indicateur fort et la preuve que l'appui apporté aux deux départements a été judicieusement utilisé pour l'amélioration de la gouvernance locale et par ricochet des conditions de vie de nos concitoyens, vœu très cher au gouvernement du président Patrice Talon. Il faut souligner que la clôture de cette session a été marquée par la remise de prix aux meilleures communes en matière de gouvernance. Dans la Liborie, c'est la commune de Banikwara qui vient en tête, tandis qu'on retrouve celle de Niki dans le Borgou. Après cette étape, cap a été mis sur la commune de Gogounou pour l'inauguration de cet ouvrage de franchissement, fruit des acteurs de développement locaux qui relient des localités de la commune de Gogounou à Segbana. Du tourisme pour mettre fin à cette édition, et c'est avec le promoteur de l'agence de voyage et de tourisme, le Bélier, qui a initié une tournée de découverte des sites touristiques de l'Atakora au profit de ses collègues opérant dans l'hôtellerie et le tourisme au sud du Bénin. Une initiative qui vise non seulement à rassurer les touristes, aussi bien nationaux qu'étrangers, des dispositions sécuritaires et sanitaires prises, mais aussi et surtout à permettre aux guides du tourisme et autres étudiants en hôtellerie de découvrir les merveilles de l'Atakora. Abdou Sabi Trissou et Alassane Arouna les ont suivis. Voici leur compte rendu. Des guides du tourisme et étudiants en hôtellerie et tourisme venus de la partie méridionale du Bénin à la découverte de la route des Tatas dans l'Atakora. Sur initiative personnelle de Sourakatou Kassim, acteur touristique basé à Natitengu, ces visiteurs ont eu l'occasion de découvrir les différents sites touristiques de la région. Avec tout ce que nous traversons, le Covid, on parle de l'insécurité et tout, et aujourd'hui, le tourisme est en train de prendre un coup. Et je me suis rendu compte que mes collègues du Sud sont en contact direct avec le client, avec le touriste qui descend le premier à l'aéroport de Cotonou. Donc c'est d'où est né le projet de faire voyager tous mes collègues sur le territoire national, du nord côté du sud et du sud côté nord, le temps de présenter les réalisations qui se font et la qualité du travail qui est abattu sur le terrain pour pouvoir accueillir le monde justement sur les règles barrières. Oui. Durant leur parcours, qui a commencé par l'étape de Kouaba, dans la commune de Natitengu, ensuite à Koussoukoingou, commune de Boukoumbe, ces acteurs du tourisme ont découvert les vestiges culturels des peuples de l'Atakora, surtout les Tatasomba, type d'habitat traditionnel caractéristique des peuples Beta-Maribé, Bessoribé et Natemba. Malgré la pénétration coloniale qui a bouleversé certaines pratiques culturelles et cultuelles en Afrique, ces peuples autochtones de l'Atakora Ouest ont conservé leurs habitats traditionnels qui suscitent toujours admiration dans le rang de tout visiteur. Bon, déjà, ça me donne de la joie au cœur parce que je n'ai jamais vu cette forme de bâtir une maison. Et en réalité, ici, je vois déjà que c'est les formes de Tata, les Tata Somba. Et je constate déjà une différence dans la construction de ces Tata. Et déjà, ça me donne joie au cœur. Je voyais souvent la télé, mais je n'ai pas touché de vue une fois. Mais aujourd'hui, c'est une réalité pour moi. Outre ces Tata, la région de l'Atakora Ouest regorge d'autres potentialités touristiques qui forment un ensemble fantastique de paysages montagneux, mais peu connus du grand public. Bon, c'est pour ma première fois, c'était très bien. C'était passionnant parce que moi,
j'aime visiter, j'aime découvrir. Donc du coup, je suis venue à Nati Tengu, on a visité l'office de tourisme, on nous a donné une brève explication de tout ce qu'il y a. Ça m'a permis de découvrir un peu ce que c'est que Tata Somba et je suis très émerveillée, je suis très contente. Et j'aimerais revenir en parler autour de moi, à mes amis, pour qu'ils viennent aussi découvrir ce que nous avons au Bénin. Parce que ce sont des potentialités que nous avons et nous ne savons pas. En initiant cette visite touristique à l'endroit de ses collègues du Sud Bénin, Sourakatou Kassim veut prouver à la face du monde que le Nord Bénin dispose de potentialités peu valorisées et exploitées et que les dispositions sécuritaires et sanitaires sont de rigueur dans toute la région. Pour moi, c'est une réussite sans incident, avec tous les appuis techniques du projet Route des Tata, également avec le service départemental communication de African Park, du Parc national de la Pandjari. On a tous mis les moyens pour que je puisse faire voyager mes collègues, échanger et qui touchent des doigts la réalité sur le terrain. Signalons qu'avant même le démarrage de ce circuit touristique, les visiteurs sont d'abord passés par le musée régional de Nati Tengu. Ici, ils ont vu et apprécié les vestiges archéologiques exposés en permanence dans ce musée qui rendent compte de la vie socio-économique des peuples autochtones de l'Atakora. Visitez donc l'intérieur du Bénin pour y découvrir le potentiel touristique qui s'y cache. C'est l'essentiel à retenir de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous.